Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous, bonne matinée, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité c'est Didier Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe socialiste au Sénat et sénateur de la Drôme et merci d'être avec nous ce matin pour vous interroger Véronique Jacquet de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour. Gilles. Ce matin, Didier Guillaume, c'est Emmanuel Macron qui est dans l'actualité en meeting à la Mutualité hier au soir, en meeting, j'allais dire, quasi présidentiel, en meeting de campagne. Alors pour vous, Didier Guillaume, a-t-il franchi la ligne jaune? Qui décide? Qui exécute en cette veille de 14 juillet? D'abord, nous sommes à la veille du 14 juillet. Et le président de la République, demain, dans son interview, dans son message aux Français, aura des messages à faire passer. Sur l'Europe, je répondrai à votre question. Mais je pense quand même que l'actualité, ce qui concerne les gens aujourd'hui, c'est peut-être le meeting de hier soir. Mais c'est que va-t-il se passer demain? Que se passe-t-il pour les réfugiés? Que se passe-t-il pour l'Europe? Gouvernement uni. Comment avançons? Et ce gouvernement, il est uni, sous l'autorité du président de la République. Moi, j'ai bien écouté hier soir ce qui a été dit dans ce meeting. Emmanuel Macron, on le sait, transgresse, veut aller de l'autre côté, parfois de la rive. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a été recruté par François Hollande pour être son collaborateur à l'Élysée. Il sait ce qu'il me doit, a dit François Hollande. Oui, il a été mis en place au gouvernement pour être un des ministres. Il sait ce qu'il doit au président de la République. Il doit tout. Il doit tout. Il y a 4 ans, il n'était pas dans la vie politique. Aujourd'hui, il l'est. J'en suis ravi parce qu'Emmanuel Macron a beaucoup de choses à faire valoir. Mais je voudrais simplement rappeler 2 choses. Moi, j'ai beaucoup écouté ce qui a été dit hier soir dans ce meeting. Pas un mot sur le bilan du gouvernement. Bilan pour lequel il a contribué comme collaborateur à l'Élysée et comme ministre. Pas un mot contre la droite. Pas un mot sur l'extrême droite. Peu de propositions. Et moi, ce que je veux dire à Emmanuel... Mais il tourne à vide, Emmanuel Macron. Il tourne à vide. Il a fait le show hier soir. Hier soir, oui, je crois que c'était un show de communication plutôt bien fait, avec les prompteurs à la Obama, etc. Mais il faut mettre du fond dans la vie politique. Parce qu'il y a eu beaucoup de comètes qui sont passées. Et puis certaines se sont éteintes. Et moi, je demande à Emmanuel vraiment de mettre du fond et d'aller vanter le bilan. Vous savez, il y a eu beaucoup de lois qui ont été votées dans ce quinquennat. Moi, j'ai défendu le pacte de responsabilité, la politique de l'offre, que Macron avait initié. Ça n'a pas été facile. Ça a divisé la gauche. Moi, j'ai soutenu la loi Macron. La loi Macron n'a pas été possible d'être votée par le Parlement. Elle a été votée par le 49-3. La droite n'en a pas voulu, la gauche n'en a pas voulu. Cette loi, elle a divisé la gauche. Je l'ai soutenue parce que je pense que ça va dans le bon sens. Mais il faut ne pas oublier tout cela. Et il faut qu'Emmanuel, comme tous les ministres, défendre la politique du gouvernement. Sans cela, si on ne défend pas la politique du gouvernement et si on va dans une aventure personnelle, là, il y a un problème. Quand il dit, par exemple, un pays usé par les promesses non tenues, pour vous, est-ce qu'il vise en particulier François Hollande et d'autres? Est-ce que ces propos vous choquent? Et quand Manuel Valls dit « il est temps que tout cela cesse », vous pourriez reprendre ces propos? Oui, ça me choque parce que ce pays n'est pas usé par les promesses non tenues, il est fatigué des ambitions personnelles. Aujourd'hui, je crois que ce n'est pas l'individualisme qui doit l'emporter, c'est le collectif. Nous travaillons pour un idéal, nous travaillons pour une société plus juste. C'est difficile aujourd'hui, mais il faut que les choses soient claires à l'intérieur du gouvernement. Je pense qu'elles le seront rapidement. Il faut que Emmanuel... Ça veut dire quoi qu'elles le soient Il faut qu'Emmanuel clarifie sa position. La question, c'est quand quitte-t-il le gouvernement? Non, la question, c'est quand dit-il qu'il soutient François Hollande pour l'élection présidentielle? Mais est-ce que François Hollande, demain, dans ses propos du 14 juillet, doit faire preuve d'autorité et doit-il recadrer son ministre? Non mais écoutez, demain pour le 14 juillet, il y aura d'autres sujets, vous l'avez dit. Il ne s'agit pas de recadrer tel ou tel, il s'agit de parler aux Français, de parler de la France. En d'autres temps, on a vu un Jacques Chirac recadrer un Nicolas Sarkozy un 14 juillet, tout est possible demain. Oui, tout est possible, mais moi l'idée que je me fais de la politique, c'est pas les petites phrases, c'est pas les polémiques politiciennes, c'est aller de l'avant. François Hollande a une haute idée de la France, il doit parler de la France aux Français et de l'Europe, c'est indispensable. Maintenant, Emmanuel Macron doit dire très clairement, sortir de l'ambiguïté pour 2017, en disant j'irai jusqu'au bout. Notre mouvement ira jusqu'au bout, jusqu'à la victoire de 2017, en soutenant François Hollande. Ça ne me posera aucun problème. S'il devait en être autrement, il y aurait un souci. Mais donc, il faut sortir de cette ambiguïté, et puis les choses avanceront. Et demain, le 14 juillet, c'est un bilan de fin de saison pour le président de la République, ou c'est, je dirais, une première étape d'autres choses derrière? Il y a un sondage fiducial Sud Radio qui montre que François Hollande, comme d'autres leaders d'ailleurs politiques, grimpe un peu dans les sondages, plus
7 points, c'est encourageant pour lui. Oui, Comment vous sentez les choses pour demain? C'est très encourageant. Moi, je ne crois pas. Vous savez, je parlais de comètes, des sondages. On en a vu d'autres dans la vue. Hein. Dans la vue, on a vu Rocard, on a vu Barre, on a vu Balladur, et y compris chez nous, les sondages pour Ségolène étaient très forts. Et puis, on n'a pas gagné la présidentielle. Je pense que la vie politique, ce n'est pas les sondages. Ce n'est pas le triangle d'or du 7e, du 8e ou du 16e arrondissement qui fait la politique. Ce ne sont pas les grands patrons de médias, ou ce ne sont pas les milliardaires ou les gens qui ont beaucoup d'argent. C'est le peuple. Moi, je vis au milieu du peuple. Et je n'ai pas besoin de faire de porte-à-porte pour savoir ce que pense le peuple. Je le vois tous les jours. Aujourd'hui, je pense que les choses doivent être claires. François Hollande est chef de l'État, président de la République. Il ira jusqu'au bout. Il y a encore un beau budget à faire. Il y a un bilan à défendre. Et il y a des orientations à mener auprès des Français. Quand vous pensez que le plan embauche PME a créé 400 000 emplois en France, c'est de ça dont il faut parler. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, la moitié des foyers fiscaux français ont vu leurs impôts baisser, c'est de ça qu'il faut parler. Mais oui, mais pourquoi, non, mais pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas suffisamment? Parce que Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'est pas l'incarnation de la faiblesse de François Hollande? Faiblesse à incarner une dynamique, faiblesse à incarner des idées nouvelles, faiblesse à justement vanter un bilan. Mais on n'est pas là pour incarner des idées nouvelles. Enfin, qu'est-ce que c'est cette société où tous les jours, ça va vite, c'est le hamster qui tourne, et puis finalement, on ne sait pas où on va. C'est pas toujours des idées nouvelles, c'est des fondamentaux. Et c'est tracer un chemin. C'est de ça que j'attends du gouvernement et du chef de l'État. Et ce gouvernement doit être uni. Vous savez, dans ce gouvernement, il y a des gens formidables. Oui. Marisol Touraine, Najat Vallaud-Belkacem, Mathias Fekete, je pourrais en citer des dizaines. Des jeunes qui ont des convictions et qui vont de l'avant. C'est ce gouvernement rassemblé qui doit affronter l'automne et le budget qui ne sera pas simple. On a une droite à la fois divisée et à la fois revancharde. Nous avons une gauche qui n'arrive pas à se rassembler. Il ne faut pas qu'à l'intérieur même du Parti socialiste ou du gouvernement, nous accentuions les divisions. Donc moi je dis à tous mes amis, à tous mes camarades et à toutes celles et tous ceux qui sont là parce que François Hollande les a désignés ou leur a permis d'être élus, rassemblons-nous. Il n'y a pas de place dans ce pays pour les aventures individuelles, ça n'a jamais marché. Il n'y a pas de place dans ce pays pour des sondages qui guideraient telle ou telle politique. Il n'y a pas de place dans ce pays pour tel ou tel organe de presse qui voudrait jouer l'explosion. Vous plaidez, Didier Guillaume, pour le rassemblement à gauche. Est-ce qu'une primaire à gauche, comme a priori c'est prévu au mois de janvier, est-ce que ça va contribuer à rassembler les gauches? Non, parce que moi j'aurais souhaité. Pourquoi j'avais évoqué le fait qu'il fallait une grande primaire large? Parce qu'un candidat de gauche unique emporte l'élection présidentielle. On sait qu'il y en aura deux, Jean-Luc Mélenchon et, je pense, François Hollande. Ça sera plus compliqué. Ça sera à nous de nous rassembler derrière le chef de l'État parce qu'il n'est pas candidat. Pour vous, il n'y a aucun doute, il va être candidat et vous le souhaitez. Pour moi, je le souhaite. Je crois qu'il le sera, mais surtout, je pense qu'il faut qu'il le soit. Il faut que François Hollande soit candidat à la présidence de la République. Parce que... Mais s'il est à 12%, mais s'il est à 12%, 2 mois avant déjà, le Gilles Leclerc vient de dire qu'il vient de gagner 4 points, qu'il est à 18, vous me remettez à 12. On n'est pas là pour dire il est à 12 ou à 4. Qui aurait pensé que le Portugal gagne face à la France? Et qui aurait pensé que la France gagne face à l'Allemagne? Et qui aurait pensé que la Finlande arrive jusqu'à ce niveau-là de la compétition? Je crois que l'Islande, pardon. Il faut arrêter avec les sondages. Il y en a tous les jours, il y en aura toujours. Il vaut mieux être haut dans les sondages que bas. Mais vous savez, si on avait suivi les sondages, c'est Rocard qui aurait été président de la République et pas Mitterrand. C'est Barre qui l'aurait été, c'est Balladur. Et ça ne s'est jamais produit. Donc, moi, vous savez, j'ai le calme des vieilles troupes, j'ai un petit peu de cheveux blancs et grisonnants. On y va doucement, il reste 9 mois. À 9 mois d'une élection présidentielle, tout le monde s'est toujours trompé dans ses pronostics. Peut-être moi aussi. C'est pour ça que je n'en fais pas. Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat, sénateur de la Drôme, est l'invité de notre matinale d'info. François Hollande a tout de même un problème. Ce matin, on a appris hier que son coiffeur personnel à l'Élysée était rémunéré plus de 9 000 € par mois. Alors, il prenait la République exemplaire, François Hollande, dans sa dernière campagne présidentielle. Est-ce que c'est pas problématique, toutes ces affaires qui surgissent comme ça? Est-ce que ça ne va pas entamer, au fond, ce qui lui restait de code de sympathie auprès des gens? Non, mais sauf le respect que je vous dois, cher Cyril Viguier, ce qui pose problème, c'est votre question. Et se dire cette nouvelle affaire. Enfin, Non, elle apparaît fortement dans l'actualité. Vous l'avez dit comme cela.
Donc ce n'est pas une affaire. Et de quoi parle-t-on? Il suffit qu'un journal, un hebdomadaire sorte quelque chose pour que ça s'emballe derrière. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure. Mais oui, mais c'est exactement ça. Moi, j'aimerais savoir le salaire des uns et des autres et les heures supplémentaires. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'auprès d'un président de la République... Comme au minimum, il y a un problème de communication. Mais il n'y a pas de problème de communication. Comme auprès du président du Sénat, comme auprès du Premier ministre, il y a des gardes du corps, il y a des officiers de sécurité, il y a des huissiers... Non, mais payer 9 000 mais de quoi vous parlez? Qui font des heures supplémentaires, moi, je n'ai pas à justifier. Si on dit... Non, mais 9 000 € pour le salaire par rapport au salaire d'un Français. Laissez-moi finir. Si je vais demain dans ma ville de Bourg-de-Péage, dans la Drôme, et que je leur dis le salaire du coiffeur du chef de l'État, c'est 9 000 €, évidemment, les gens vont me dire, mais vous êtes complètement dingue. Et ils auront de raison de dire ça. Mais vous savez ce qu'il en est? Le coiffeur, comme le médecin, comme d'autres, comme les officiers de sécurité, le suivent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça a toujours été comme ça. Est-ce que ça doit continuer? Je n'en sais rien. Mais enfin, de grâce, parler d'une affaire, parce qu'on n'a pas autre chose à s'occuper quand même que cela. Vous vous rendez compte le niveau de caniveau où va la politique et où va la presse en politique? Il n'y a pas d'autre sujet. C'est une affaire de climat. C'est une affaire de climat général. Mais de climat général, mais parlez plus des réfugiés qui meurent en Méditerranée, parlez plus de l'Europe, parlez plus du Royaume-Uni. Mais les politiques peuvent en parler aussi, mais nous en parlons. Mais moi, je veux parler de ça. Mais je veux que vous m'interrogiez sur l'Europe. Et je vous dirai quelle est ma vision de l'Europe. Je veux que vous m'interrogiez sur l'état de la France. J'en parlerai. Mais enfin, excusez-moi, le coiffeur pour un candidat qui apprenait la République exemplaire, si vous voulez, c'est vrai que les Français ont de quoi s'interroger. Mais parce que vous pensez que c'est le président de la République qui recrute son coiffeur, qui met le salaire? C'est peut-être là le problème. On va prendre un peu de hauteur, justement. Didier Guillaume, on va parler de l'Europe, mais l'État a été partiellement condamné par un tribunal administratif à Nîmes pour ne pas avoir assez protégé le militaire Abel Cherouf qui avait été tué par Mohamed Merah. Et puis, deuxième affaire, mais qui n'est... Je fais la transition, 17 familles vont porter plainte contre l'État pour les attentats. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est une dérive ou est-ce que ça pose un vrai problème? Qu'est-ce que vous en pensez ce matin? Non, d'abord, il faut revenir sur le drame et sur l'empathie qu'on doit avoir avec ces gens. Enfin, Mohamed Merah a assassiné des militaires, a assassiné des juifs. Il y a eu des attentats, on a eu des attentats sanglants, des centaines de personnes décédées. D'abord Charlie, et puis ce qui s'est passé autour, et puis après le Bataclan. Donc après, vous savez, on est dans une société où il y a beaucoup de gens restent en justice. Moi, je n'ai pas à faire de commentaires. La justice administrative a tranché sur cette affaire. L'État devra faire ce qu'il a à faire. Je trouve que c'est dommage, parce que là encore, ça ne crée pas un climat très, très positif, très favorable. Enfin, je le constate. Moi, je ne suis pas là pour commenter telle ou telle action. Je suis là pour faire. Moi, je ne suis pas un commentateur de la vie politique, je suis un acteur de la vie politique. Je constate cela, j'en prends acte, puis voilà. En matière d'Europe, alors, qu'est-ce que vous souhaitez pour la rentrée de la part du président de la République? On peut imaginer que demain, il va en parler beaucoup de cette Europe. Oui, il va en parler beaucoup. Depuis le Brexit. Et puis la semaine prochaine, il fait un tour des capitales européennes. Vous savez, la France est un pays qui compte en Europe. Et le tandem franco-allemand est un tandem qui compte. Moi, je veux dire des choses simples, parce que j'entends ce que me disent les gens, j'entends ce que me disent les Françaises et les Français, les Dromoises et les Dromois. Les Britanniques ont voté, pas de cadeau. Ils ont voulu quitter l'Europe, ils quittent l'Europe. Ils n'auront plus de députés européens, plus de commissaires européens, et ils prennent leurs responsabilités. L'article 50 doit être mis en place très vite. Theresa May, la nouvelle première ministre, doit le faire. Ça va être difficile pour elle d'ailleurs, parce qu'elle était pour le Remain, et puis finalement elle va être obligée de mettre en place le Brexit, mais peu importe. Nous y allons. Deuxième chose, l'Europe qui se construit devant nous. Et je ne dis pas c'est de la faute aux technocrates européens, parce que ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui, depuis 30 ans, la construit cette Europe. Mais la ligne de cette Europe ne me convient pas. Mais François Hollande, est au pouvoir depuis 4 ans. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour cette Europe et quelle impulsion il faut qu'il donne désormais? Parce qu'on n'a pas vu grand-chose en 4 ans. Oui, mais ce que vous oubliez de dire, là encore, en allant très vite, c'est que les sociodémocrates sont minoritaires en Europe. Pour qu'une décision soit prise en Europe, il faut qu'elle soit majorité ou majorité qualifiée. Donc nous continuons à expliquer que l'Europe du libéralisme, l'Europe des travailleurs détachés, l'Europe de la directive Bolkestein, cette Europe-là, elle ne plaît plus aux Français, mais elle ne plaît plus aux Européens. Regardez l'Autriche, regardez le Royaume-Uni et dans tous les pays européens. S'il devait y avoir aujourd'hui un référendum, tous les peuples européens voteraient. Donc elle ressemblerait à quoi l'Europe de Didier Guillaume, très brièvement? C'est une Europe intégrée, une Europe où on assume les valeurs fondamentales que sont la solidarité, le développement économique. Et évidemment, il faut un gouvernement économique, de la défense, c'est pas la France qui doit faire tout cela, et surtout une Europe qui s'intéresse au peuple.
pas aux banquiers. Et quand je vois, moi, que l'ancien responsable de la Commission européenne va dans la banque qui a ruiné le monde, Manuel Barroso, je me dis que franchement, cette Europe-là, avec ces gens-là, ce n'est définitivement pas la mienne. Didier Guillaume, merci d'avoir été invité de cette matinale d'info. Vous allez partir un petit peu en vacances, en tout cas lorsque les vacances parlementaires vont se présenter très vite. Alors vous jouez du saxo, m'a-t-on dit, bien. Vous trouvez que au fond le problème des intermittents a été réglé. On en a parlé tout à l'heure ensemble. Est-ce que les Drômois vont avoir un bel été de festival? Oui, mais les Français vont avoir un bel été de festival. Vous savez, l'été, c'est notre votre territoire a particulièrement. Oui, chez nous, il y a des fêtes nocturnes à Grignan, il y a le festival de la correspondance, il y a Souchante-Mozart, qui est le plus grand festival mozartien en Europe. C'est normal de se détendre quand on est un homme politique. Oui, c'est normal de se détendre, c'est surtout normal de se cultiver, de passer des bons moments, de boire un bon verre de vin, de faire une plancha, d'écouter de la musique, de jouer. Je crois que c'est très important cela. Vous savez, dans cette France difficile, dans ce monde difficile, il faut que les Français se retrouvent. Il faut laisser la politique de côté. Pendant les intermittents, les mois d'été. Moi, je suis très heureux que ce dossier ait été réglé. C'est indispensable. Sans les intermittents, pas de spectacle vivant. Et je suis très heureux que le gouvernement, que la ministre Audrey Azoulay ait rajouté de l'argent sur le spectacle vivant, parce que c'est indispensable. Que serait la France si elle était muette l'été, sans les corrigies d'Orange, sans les grands festivals, sans les vieilles charrues, sans les Franco qui démarrent là dans les jours qui viennent? C'est ça la France. Et s'il n'y a pas ça, c'est une France muette. Merci. On traitera de la grande muette d'ailleurs demain matin dans la matinale d'info. Merci Didier Guillaume, président du groupe socialiste au Sénat, sénateur de la Drôme, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. On passe à l'analyse de l'actualité, mais aussi de vos propos avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, aujourd'hui j'accueille Michel Urvois de Ouest France. Bonjour Michel Urvois et Zoé Cadio de l'Indépendant et du Midi Libre. Bonjour Zoé, ça tombe bien, vous y étiez Michel Urvois. Ce fameux meeting, je sais pas, présidentiel, pré-présidentiel, en tout cas de campagne d'Emmanuel Macron. Alors, bon, on a vu les images à la télévision. Ça ressemblait à quoi au fond? Quelque chose de très atypique, vous m'avez dit tout à l'heure. D'abord, il se passe quelque chose, manifestement, sans faire de pronostic sur la suite, ni sur sa capacité à transformer l'essai. Ça ressemblait pas tout à fait à un meeting traditionnel. Le langage n'était pas celui de la politique. C'était un langage beaucoup plus simple, beaucoup plus direct. C'était un langage aussi, plus une réflexion sur le système davantage que sur les hommes. C'était pas le lieu, c'était pas le moment de proposition, c'était plutôt le moment de créer un élan, un rassemblement avec des gens d'horizons, il faut dire quand même assez différents, et avec, c'était un peu la cerise inattendue sur le gâteau hier soir, les mouvements citoyens qui associés, alliés à Emmanuel Macron, et dans une démarche où il y a une ressemblance dans la démarche. Après, il faudra vérifier si sur le fond, il y a des concordances. Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat, qui était notre invité ce matin, a parlé d'un meeting de communication et en stigmatisant le fait qu'Emmanuel Macron n'avait pas défendu, en tout cas assez à ses yeux, la politique du gouvernement auquel il appartient, Zoé Cadio. Alors, le président du groupe socialiste au Sénat est peut-être un peu amer par rapport au succès qu'a rencontré Emmanuel Macron, parce qu'il faut quand même souligner hier que Emmanuel Macron a rendu hommage à François Hollande en disant que s'il était aujourd'hui là sur cette scène, c'était un peu aussi parce qu'il lui avait mis le pied à l'étrier. Service minimum. Service minimum, mais enfin service quand même, parce qu'on en a vu qu'il était quand même moins généreux vis-à-vis de ce coup de pouce qu'il aurait pu avoir. Bon, maintenant, sur le phénomène Macron, il est vrai que ça laisse un petit peu tout le monde dubitatif, et même certains, ça peut même certains énerver certains, comme Manuel Valls, qui appelle maintenant en disant qu'il faut que ça s'arrête. Alors je ne sais pas s'il sera écouté, parce que qu'on le veuille ou non, Emmanuel Macron suscite un vif intérêt. Mais qui décide et qui exécute au fond en cette veille de 14 juillet? Comment François Hollande peut gérer les choses demain, Michel Urvois? Qui décide? Je pense que c'est l'opinion. C'est-à-dire que Emmanuel Macron fait le pari de l'opinion, se met en situation d'être candidat dans une démarche innovante. C'est un peu un ovni politique, son rassemblement là, pour le cas où François Hollande ne serait pas en capacité de le faire.
Donc, donc, les sondages vont avoir de l'importance. La mayonnaise, pour prendre un terme un peu vulgaire, autour du mouvement Macron, si elle prend, c'est là que va se faire la différence. Parce que je pense qu'il se réserve la possibilité que ça ne marche pas. Il l'a dit, il me l'a dit d'ailleurs. Peut-être que je me trompe, peut-être que je suis un doux rêveur. Oui, mais... il est candidat. Il est potentiellement candidat. Il n'a pas dit hier soir qu'il était candidat. Il est en train d'enfiler l'habit du candidat, mais il a encore la possibilité de ne pas l'être. On est fatigué des idées nouvelles, a dit Didier Guillaume. On voudrait plutôt se concentrer sur les fondamentaux. Il a dit tout à l'heure. On n'est pas là pour incarner des idées nouvelles, au fond. Oui, on est là pour les fondamentaux, mais on s'aperçoit aussi que Emmanuel Macron joue aussi sur les fondamentaux, qu'on le veuille ou non. Hein. Il est candidat sans être candidat. Si on regarde un petit peu ce qui se passe aujourd'hui sur la scène politique française, François Hollande est candidat sans être candidat, Nicolas Sarkozy est candidat sans être candidat. Donc finalement, où est la nouveauté Emmanuel Macron, si je voulais être méchant d'une certaine manière. Donc il faut, je pense que Emmanuel Macron, qu'il le veuille ou non, il va falloir quand même qu'il dise où il veut aller et ce qu'il veut faire. Et puis pas simplement attendre que la mayonnaise prenne. Hein. C'est à lui de monter cette mayonnaise. Et Didier Guillaume, le président du groupe socialiste, qui était notre invité au Sénat tout à l'heure, disait qu'il était fatigué des ambitions personnelles. Alors là, il va être servi dans les mois qui viennent. Mais je pense que tout mouvement s'incarne forcément dans une personne. Donc je ne vois pas comment, enfin je veux dire, il ne peut pas y avoir une candidature Hollande sans François Hollande, il ne peut pas y avoir une candidature de droite sans un candidat de la droite. Enfin, donc forcément, à un moment dans une présidentielle, il y a l'homme ou la femme qui incarne le projet et la démarche. Mais ce qui m'a paru, ce qui me semble original et intéressant à suivre, et encore une fois, ce n'est pas un pari, ce n'est pas une spéculation, intéressant à suivre dans le phénomène Macron, c'est de vérifier si, en dehors des partis, et en dehors de la primaire qui, selon lui, conduit à une extrémisation des positions, des promesses, s'il y a des rassemblements possibles, des convergences possibles, justement sur quelques sujets fondamentaux. Et il était dans le fondamental, sur l'Europe, sur le travail, sur les libertés et sécurités, sur l'identité. Il a parlé de toutes ces choses-là. Donc il était dans du fondamental, mais de fait, il n'y a pas de proposition concrète à ce stade. Et justement, c'est peut-être ce qu'on entend de sa part, c'est des propositions concrètes. Moi, Emmanuel Macron, je suis comme tous les gens qui observent la vie politique, on l'observe avec intérêt, mais il faudrait quand même qu'il arrive avec des choses bien précises. Et puis il critique Hollande, mais il faut quand même dire qu'il a participé, il est quand même son ministre de l'économie, et que c'est lui qui a monté toutes les mesures économiques qu'il critique aujourd'hui. Il a fortement réagi, Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat, quand je lui ai parlé tout à l'heure, c'est moi qui lui ai posé la question de la coiffure de François Hollande, en tout cas de la problématique qui est posée aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans la presse, d'un coiffeur personnel du chef de l'État qui aurait été rémunéré plus de 9 000 € par mois. Alors, vous avez vu sa réaction, il était choqué qu'on puisse l'évoquer, qu'on puisse penser que c'était quelque chose qui vient dans l'actualité. Voilà. Alors, bon, c'est vrai qu'il peut être choqué, mais les Français aussi peuvent être choqués quand ils regardent comme ça ce chiffre brut, 9 000 et quelques. Non, mais moi, je le posais par rapport à la République exemplaire, qui avait été un thème de campagne de François Hollande fort, et voilà, et ça peut quand même vraisemblablement agacer les Français. Oui, mais enfin, derrière ce chiffre, il y a aussi une disponibilité de quelqu'un. C'est ce qu'il a dit. Donc, c'est un peu facile, je trouve, quand même, de laisser de dire ce chiffre comme ça, brut, sans expliquer à quoi ça correspond. Ça peut faire mal. Michel Urvoas. Ça peut faire mal, mais enfin, moi je suis un peu navré devant ce genre de faux scandale. Voilà quelqu'un qui, s'il était resté coiffeur, je crois que s'il était dans le 7e arrondissement, il aurait gagné certainement plus de 9 000 € bruts. Là, il a 9 000 bruts, en étant à disposition 24 heures sur 24, donc, 365 jours par an. Un faux problème pour vous. Mais c'est pas nouveau. Alors on peut dire, il faut pas de coiffeur à l'Élysée. Je veux bien. Mais alors il n'y en a pour personne. Bon, voilà. La remontée de François Hollande dans les sondages, remontée relative, elle est due à quoi, selon vous? Elle est due quoi, au post-euro? Phénomène post-euro? Je pense que les gens sont un peu soulagés, que les choses se sont bien passées. Je pense qu'on est en vacances. Je pense que, voilà, il y a quelques indicateurs. Mais vous savez, un sondage ne fait pas le printemps, ou l'été en l'occurrence. Donc, attendons de voir. La une de Ouest France, votre journal, c'est Emmanuel Macron qui marque sa différence. Vous y étiez hier soir, c'est bien normal.
que vous fassiez un épisode, peut-être même encore demain. Et Zoé Cadio, l'Indépendant, alors là c'est les festivals, parce que c'est la région. On est en pleine saison, et qu'on le veuille ou non, Perpignan est aussi le journal des vacances. 180 000 personnes vous titrez? Oui, hier soir. Waouh. C'est énorme, et puis ça va être encore plus de monde demain, ce soir, pour le feu de Carcassonne, qui est assez connu pour le feu d'artifice, où là il va y avoir un feu d'artifice magnifique justement sur la cité. Alors il y a les fêtes maritimes de Brest qui commencent aussi aujourd'hui, c'est des centaines de milliers. Bravo Ouest France, vous l'avez placé. Merci Michel Urvois d'Ouest France, merci Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant. On se retrouve demain 14 juillet avec un ancien secrétaire d'État à la Défense, Jean-Marie Bockel. Merci à tous et bonne journée à l'écoute des programmes de Sud Radio et de Public Sénat. Au revoir. Au revoir.